Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir, et vous le savez, que je vous informe sur Gabon 24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. CAN Total Gabon 2017. Qui sera sacré roi du football africain? La question reste dans les esprits. En match comptant pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, Lions indomptables, Pharaon d'Égypte, un seul champion et on verra la suite dans un instant. En RDC, l'organisation gouvernementaliste Greenpeace accuse l'État congolais d'avoir violé son propre moratoire sur l'exploitation forestière en attribuant illégalement de nouvelles concessions pour l'exploitation du bois. Au Vatican, par contre, le pape François a lancé ce dimanche un appel à la paix dans la Syrie martyrisée où trop de sang a été versé, demandant que les armes se taisent définitivement. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal avec le culte spécial de ce dimanche 5 février à la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, dans le 1er arrondissement de Libreville, où un message d'amour a été livré aux fidèles, leur rappelant l'engagement sociétal en tant que chrétien. Le reportage est de Gabriel Ratanga et Jospin Bombadionga. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ces paroles sont tirées du livre de Matthieu chapitre 5 au verset 13 à 14 qui rappelle aux chrétiens qu'il est un éclaireur de la société. L'hôte de la cérémonie, Monseigneur Basile Mvéingon, a appelé à une prise de conscience quant au rôle du chrétien dans la société. À l'égard des autres, vivre sans rechercher d'abord les biens matériels, servir l'autre, servir notre Église et non pas se servir d'abord de l'Église pour atteindre mes propres objectifs. La lumière de Christ est là. Ne nous décourageons pas. Ne disons pas qu'est-ce que je vais encore faire. Le Christ nous dit tu peux faire quelque chose à la lumière que je t'ai donnée. Utilise cette lumière et tu verras ce que tu dois faire maintenant. Ne dis pas qu'est-ce qu'on va encore faire. Si tu veux dire il n'y a plus rien, tout ce qui est là, c'est ce qu'on doit accepter et on ne peut plus avancer, on ne peut plus aller loin. Le bien ne peut plus être donné. Mais le chrétien a toujours la capacité de faire le bien. S'en est suivi la bénédiction des Bibles par les prêtres, afin que jusque dans les ménages, la parole de Dieu soit toujours le maître mot de toutes choses. Paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, l'hôte de ce culte spécial, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mvéingon, a procédé à l'inauguration de l'oratoire dénommé Saint-Joseph Calazans. Le reportage de Gabriel Ratanga et Jospin Bombadionga. L'oratoire de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, dénommé Saint-Joseph Calazans, a été inauguré ce dimanche. Un rêve que caressaient bon nombre de fidèles de cette congrégation. L'hôte de la cérémonie, Monseigneur Basile Mvéingon, a procédé à la coupure du ruban, puis à la consécration du bâtiment dédié au recueillement des fidèles. Quelle symbolique donnée à cette cérémonie? C'est un oratoire que nous venons de construire. C'est un lieu de prière pour les fidèles. Ce sont les fidèles eux-mêmes qui avaient sollicité la construction de cet oratoire. Nous avons fait notre mieux. C'est un lieu où ils viendront à chaque fois pour une adoration permanente et pour une prière continue. Les fidèles de cette paroisse ont dit leurs sentiments au sujet du monument. Toute la paroisse a un sentiment de joie, un sentiment de fierté. En si peu de temps, la paroisse a réussi à ouvrir une maison d'adoration. Vraiment, nos sentiments sont les meilleurs. Je suis vraiment très ému, il me manque des mots. Ce qui m'anime en ce moment est incommensurable. À la veille du dialogue politique attendu par les Gabonais, le curé a livré un message à toute la nation gabonaise. Les évêques appellent la responsabilité de tout un chacun à venir à cette table pour discuter et trouver des solutions durables. Les relations entre le Gabon et la Guinée équatoriale vont bon train, en témoignent les habitants de Kokobiche, ville située au nord-ouest du Gabon et au sud de la Guinée équatoriale. Les détails avec Miran Dangué.
Nous sommes dans la ville de Coco Beach, au nord-ouest du Gabon, à quelques minutes en pirogue de la Guinée équatoriale. Ici, les échanges économiques entre les populations vont bon train. Patrick Essonneau, habitant du quartier Aba, s'y approvisionne tout le temps. Ce qu'on paye plus ce qui revient de la Guinée, c'est le vin. Ils font la bière, par exemple, je peux vous donner par exemple la première bière, Sreya, ils font ça à 500 francs. Bon, par contre, la bière du Gabon, ici à Coco Beach, c'est 700 francs. Ici à Coco Beach, ils viennent plus acheter surtout du pétrole, du riz, un peu comme par exemple la glace. En dehors des échanges commerciaux, l'amitié entre ces deux voisins proches est toujours présente à l'occasion d'événements particuliers. Pendant les 17 août, quand on organise à chaque fois, on les invite. Alors s'il y a eu juste un petit conflit, le préfet avec le commandant de brigade et le chef de douane SEDOC, ils trouvent une solution, ils règlent le problème. Pour rejoindre les côtes guinéennes, les demandeurs doivent passer par la Direction générale de l'immigration, située à Coco Beach. La traversée, quant à elle, coûte 5 000 francs CFA. Malgré leur conflit territorial sur l'île Banié, Cocotier et l'île Okonga située dans la baie de Corisco, la préservation de la paix reste un pilier majeur de l'axe Libreville-Malabo. Deux capitales animées par la volonté d'élargir leur coopération au secteur éducatif à travers les échanges d'étudiants. En République démocratique du Congo, cette fois, l'attribution de grandes zones de forêt provoque l'indignation de Greenpeace, comme je vous le disais en titre. L'organisation affirme que l'ancien ministre de l'Environnement a violé le moratoire qui régule strictement la cession des zones forestières du pays. Le récit de Gabriel Ratanga. C'est dans un rapport que l'ONG de défense de l'environnement écrit que près de 400 000 hectares de forêt ont été distribués à deux organisations dirigées par des hommes proches du pouvoir. Autre problème pointé par Greenpeace, la RDC touche de fortes subventions de la part de l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, en sigle CAFI, un groupe de bailleurs de fonds censé veiller à la préservation de ces espaces. Le gouvernement congolais est en train de bénéficier d'un fonds pour la protection de ces forêts de la part de CAFI, explique l'un des responsables de la campagne forêt en zone Afrique chez Greenpeace. RDC a obtenu la première tranche à la hauteur de 40 millions de dollars pour la protection des forêts. Et donc, d'un côté, il y a le gouvernement congolais qui fait tout pour obtenir des sommes pour la protection de ces forêts, mais de l'autre, il y a des gens proches du gouvernement qui procèdent à l'octroi illégal de concessions forestières, dénonce ce même responsable. L'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI, est donc appelée à suspendre son programme jusqu'à ce qu'il y ait une étude approfondie des activités qui sont en train d'être menées sur le terrain et procéder aussi à une action juridique, une action de justice qui pourrait établir les responsabilités de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. L'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale est appelée à ne plus verser d'argent tant que le gouvernement congolais n'aura pas clarifié sa position. Au Bénin, interdiction des prières de rue le vendredi. Cette décision rentre dans le cadre de l'opération de déguerpissement et reste appliquée à toutes les manifestations religieuses. Le compte rendu de Mirandangé. Dans le cadre de l'opération de déguerpissement, les autorités béninoises ont proscrit la prière du vendredi sur la voie publique, mesure appliquée à toutes les manifestations religieuses. Dans les grandes villes, le vendredi, les fidèles musulmans convergent tous vers les mosquées centrales et faute de place ou en cas de travaux, ils prient dans la rue. Le président Patrice Talon a réaffirmé la position exposée par 3 de ses ministres. Il n'y aura plus de prières du vendredi dans les rues. Le numéro 1 béninois a réexpliqué à la cinquantaine de dignitaires musulmans qui s'étaient déplacés que l'objectif du gouvernement était d'assainir, d'embellir les villes et en aucun cas de s'en prendre à l'islam. Selon lui, prier dans la rue ne peut pas être une habitude ou un acquis. Patrice Talon a promis des mesures d'accompagnement de l'État, notamment pour la construction de mosquées. Est-ce la fin de la polémique suscitée par l'interdiction de toutes les manifestations religieuses sur la voie publique vendredi, malgré les appels de certaines personnalités politiques de confession musulmane à s'élever contre la décision? La prière s'est déroulée dans le calme. Le chef du mouvement indépendantiste Sahraoui Polisario a déclaré que toutes les options restaient ouvertes au Sahara occidental après l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Le récit de Larding Mamba.
Le retour du Maroc dans l'organisation panafricaine la semaine dernière ne change pas fondamentalement la situation, a estimé Brahim Kali, secrétaire général du Polisario, dans un entretien accordé dans un camp de réfugiés sahraouis dans le sud-est de l'Algérie. Nous sommes un peuple pacifique qui a patienté durant 26 ans pour une résolution pacifique du conflit. Nous avons collaboré de bonne foi avec l'Organisation des Nations Unies pour l'aider à parachever son mandat dans les territoires. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991 au Sahara occidental, un immense territoire désertique qui a été une colonie espagnole et est sous le contrôle du Maroc depuis 1975. L'ONU a adopté le principe d'un référendum d'autodétermination accepté par les deux parties. Le Polisario revendique l'indépendance alors que Rabat, qui considère le Sahara comme une cause nationale, propose une autonomie sous sa souveraineté. Le royaume chérifien a intégré l'UEA le 31 janvier après avoir quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission à son sein de la République arabe sahraoui démocratique. L'opposition angolaise a accueilli sans enthousiasme la nouvelle du départ du président José Eduardo dos Santos qui a affirmé dernièrement qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Le récit de Lardingue Mamba. C'est sa grande émotion que la nouvelle du départ du président José Eduardo dos Santos a été accueillie dans les rangs de l'opposition angolaise, ce qui met fin à 37 années de pouvoir. Le président Santos a confirmé qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections prévues au mois d'août prochain. C'est son ministre de la Défense, João Lourenço, qui a été choisi pour mener la liste du parti au pouvoir, le MPLA, pour ce scrutin. Un parti dont il est également le vice-président. Pour l'Union nationale pour l'indépendance de l'Angola, parti de l'opposition, cela ne change pas grand-chose. Depuis vendredi 3 février, c'est officiel. Le président angolais Eduardo dos Santos cédera le pouvoir après les élections générales de l'été prochain. João Lourenço deviendra par conséquent chef de l'État si le parti, le MPLA, l'emporte. Cet ancien général, né en 1957 à Lobito, dans l'ouest du pays, faisait déjà partie depuis de longues années du premier siècle du pouvoir. José Eduardo dos Santos reste cependant à la tête du parti majoritaire, ce qui lui permet de conserver un certain contrôle sur le pays. C'est pour cette raison que Cacique Pana, du parti de l'opposition Union nationale pour l'indépendance de l'Angola, n'entend pas grand-chose de cette décision. Dimanche, sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a appelé à défendre la culture de la vie face à la logique du déchet et à la baisse démocratique et a prié pour les enfants menacés par l'interruption de grossesse et les personnes en fin de vie. Chimène Sandra Assengon. Chaque vie est sacrée. Faisons avancer la culture de la vie comme réponse à la logique du déchet et à la baisse démographique, indique le pape à l'occasion de la Journée mondiale de la vie. Dans sa traditionnelle note circulaire de juin 2015, le pape François assure que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Comme ses prédécesseurs, le pape François, fidèle à la doctrine de l'Église catholique, est un farouche opposant à l'avortement. Ainsi, depuis son élection, le pape s'est à plusieurs reprises inquiété de la baisse de la natalité en Europe, notamment en Italie. Dans le cas du jubilé de la miséricorde l'année dernière, il a cependant fait un pas en direction des femmes regrettant leurs avortements, en permettant à tous les prêtres d'absoudre leurs gestes, alors que seuls les évêques avaient auparavant ce pouvoir. Une semaine après sa nette victoire à la primaire PS élargie, Benoît Hamon a été officiellement investi dimanche à la mutualité par un parti socialiste qui se remet à espérer accéder au second tour de la présidentielle, mais n'est pas totalement rassemblé. Le récit de Lardingue Mamba. Devant quelques 2000 militants, le vainqueur de la primaire, Benoît Hamon, a été investi dimanche par son parti, victorieux face à l'ex-premier ministre Manuel Valls avec 58,69% de voix. Le candidat du Parti socialiste à la présidentielle française s'est dit conscient de son immense responsabilité de rassembler socialistes de gauche et citoyens autour d'un horizon nouveau. Tout ce que je perçois, partout où je vais, partout où nous allons, montre qu'est en train de se lever un vent, un mouvement, une aspiration à nous tourner vers l'avenir
qui va une fois de plus démentir tous les pronostics, je vous le dis. Un discours émouvant au dire des hommes politiques et militants du Parti socialiste. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour être convaincu. Moi, je trouvais que c'était un bon moment d'investiture avec Christiane Taubira, avec les acteurs de la vie civile et puis le très beau discours de Benoît Hamon à la suite qui est effectivement extrêmement motivant, qui parle des problèmes des Français, des problèmes des habitants des quartiers populaires et puis surtout qui dit que tout ne vient pas d'une personne mais vient bien des gens et il nous montre un chemin et moi c'est ce que je crois et c'est ce que je crois être une politique aujourd'hui moderne. L'essentiel est désormais de regarder l'avenir, a jugé le candidat du PS, Benoît Hamon, sur un ton mêlant émotion et décontraction, déroulant, sans dévier de son cap, les grands axes de son programme. Louer un vélo via une application mobile, puis le laisser à n'importe quel endroit, le tout pour moins de 20 centimes de l'heure. Ce nouveau type de vélo partage explose en Chine et ses ambitieux promoteurs espèrent désormais exporter ce modèle à l'international. Regardez. Le vélo partagé 2.0 à la reconquête de la Chine. Le concept redonne à la bicyclette, autrefois symbole de pauvreté dans le pays, une image branchée. Il permet selon ses créateurs de réduire les embouteillages et de limiter les émissions polluantes des automobiles. C'est économique, c'est écologique et c'est très rapide, donc c'est avantageux. Une fois qu'on aura persuadé des centaines de milliers de jeunes de différentes villes de recommencer à utiliser des vélos tous les jours, on pourra avoir un impact social dans toutes les villes. Ce concept innovant est jugé alléchant par les investisseurs. Mobike et Ofo, deux géants d'Internet, ont chacun attiré des centaines de millions d'euros de fonds. Si vous comparez le prix d'un mobike et celui d'un bus ou du métro, c'est la moitié ou presque le tiers du prix. Ce modèle ne ressemble à aucun autre. Il est 100% chinois, pas copié de la Silicon Valley, et je pense que c'est une bonne opportunité de décoller dans d'autres marchés. Ils se lancent dans un marché prometteur qui correspond aux intérêts du gouvernement et de la société, donc ils ont un bel avenir devant eux. Emblématique de la Chine des années 1960 à 70, la bicyclette y a perdu en popularité. Les Chinois devenus plus riches se sont tournés vers les voitures, symbole d'élévation sociale. Et le marché automobile chinois est aujourd'hui le premier mondial. L'effervescence est au rendez-vous ce dimanche à quelques heures de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Les supporters camerounais se sont revêtus des couleurs de leur nation pour exprimer un soutien incommensurable à leur équipe. Le reportage de Gabriel Ratanga. C'est un moment qui ne dit pas son nom sur la grande gare routière de la capitale gabonaise. Les supporters camerounais ont inondé ce grand carrefour pour démontrer à la face du monde leur soutien aux Lions indomptables du Cameroun. On arrive là où il faut vraiment manger dans la vraie sauce, on ne laisse jamais séparer. On va jouer 12 contre 11. 12 joueurs contre 12 joueurs contre. Nous sommes là pour gagner la finale. Aujourd'hui là, même s'il s'agit de coups de poing, nous allons gagner. Parce qu'aujourd'hui là, on s'en va au stade avec nos récipients, nos mamites, nos assiettes, nos maisons. Des danses, des chants ont été composés pour la circonstance. Des pronostics sont faits en faveur du Cameroun et ils divergent selon la perception de chacun. On compte vraiment taper l'Égypte au moins 2-1 ou bien 3-1. Aujourd'hui, le score, c'est 2-0. Rappelons que la grande finale est prévue pour 19h heure GMT, mais avant, voici l'ambiance qui prévaut. Restons sur cette ambiance qui a prévalu justement avant le début de cette rencontre. Cameroun-Égypte, c'est l'affiche de la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. 45 minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre, les artères de la capitale Libreville sont en effervescence. Du carrefour Lasni à l'échangeur de Nzanyon, le constat demeure le même. Les supporters des Lions indomptables restent sereins face à l'issue de la rencontre. Le Cameroun doit remporter cette finale. Parce que le début du championnat, on a toujours dit que non, rien ne s'est passé. Mais sans savoir que les Lions indomptables étaient des vrais Lions qui attendaient au vrai moment pour se présenter. Et nous en sommes comme ça à la fin. Donc la confirmation, c'est ce soir. Aujourd'hui, là, je veux que les Lions gagnent.
Parce que je veux que la coupe la reste, c'est l'Afrique centrale. Je sais que le Cameroun va gagner 2-0. Je supporte bien les Lions. 2-0. Les Pharaons dans la sauce. Nous, les Gabonais, nous sommes restés. Nous sommes tous de l'Afrique centrale. Et on est tous derrière les Camerounais. Allez, devant les Camerounais. Tout est enfin prêt. Les supporters des deux équipes sont tous câblés devant les écrans géants. En attendant, le coup d'envoi de la rencontre. Qui des Lions indomptables du Cameroun ou des Pharaons d'Égypte sera sacré champion d'Afrique? La réponse dans 90 minutes. Le rappel des titres avant de nous quitter. Qui sera sacré roi du football africain? C'est la question qui taraude les esprits en match comptant pour la finale de la CAN 2017. Les Lions indomptables, Pharaons d'Égypte, un seul champion sera vainqueur. En RDC, l'organisation gouvernementaliste Greenpeace accuse l'État congolais d'avoir violé son propre moratoire sur l'exploitation forestière en attribuant illégalement 2 nouvelles concessions pour l'exploitation du bois. Au Vatican, le pape François a lancé ce dimanche un appel à la paix dans la Syrie martyrisée où trop de sang a été versé, demandant que les armes se taisent définitivement. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de rester sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.